Bonjour à tous, merci Gaëlle pour l'invitation. Donc moi, je vais vous parler du design thinking, mais du coup, qu'on va appliquer à l'éducation. Donc je vous ai mis sur mon premier slide vraiment une citation que j'aime beaucoup, qui dit qu'en fait, le design thinking, c'est la glue entre toutes les disciplines. Et moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens et que je le perçois. Alors, je vais me présenter rapidement. Moi, je parle de voilà, un parcours riche et varié, hein. Ça fait 17 ans que je suis enseignante spécialisée. Donc, j'ai enseigné à la fois en Ulysse-École, à la fois en SECPA aussi actuellement. J'ai pu être conseillère pédagogique sur l'école inclusive. Et puis, tout au long de mon parcours, j'ai rencontré tout un tas de collectifs voilà, qui m'ont amené à aller investiguer du côté du management de l'innovation en éducation, du côté du design thinking, évidemment, euh, voilà, de tous ces collectifs et toutes ces organisations apprenantes, hein, également la parentalité. Donc voilà, je suis passionnée d'innovation numérique éducative et de pédagogie active. Je vous ai remis les liens de tous les collectifs qui, moi, m'ont beaucoup apporté parce que sans ces collectifs, voilà, je n'aurais pas appris autant et je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui, hein. Vraiment, le groupe est un vrai support pour l'apprentissage, ça démultiplie, hein. Si on fait voilà, si on parle rapidement de l'économie de la connaissance, si moi j'ai une connaissance, je vous la partage, ma connaissance, je l'ai toujours. Et puis vous, plus moi, on est sur une courbe exponentielle. Voilà, ça différencie. Si je vous donne 20 euros, je vous le partage, voilà, j'ai moins d'argent, mais la connaissance, ça se multiplie. Donc moi, vraiment, je vous encourage à rejoindre des collectifs parce que c'est vraiment, en termes de développement professionnel, extrêmement intéressant. Alors, pour revenir donc sur le design thinking et une définition, le design thinking, bon, évidemment, c'est un anglicisme, hein, on pourrait le traduire par penser design. Moi, j'aime bien le traduire par penser le design, hein. Donc, avant tout, c'est une méthode qui vise à proposer des solutions qui sont innovantes, mais à des problèmes complexes qu'on ne pourrait pas résoudre comme ça directement. Tout le processus du design thinking, il est vraiment basé sur la compréhension du mode de pensée humain. Donc, on va avoir effectivement voilà, à mener un véritable travail d'enquête et on va se servir de plein de disciplines, hein, puisqu'on va avoir à la fois une approche émotionnelle, une approche empathique, une approche comportementale. Et puis surtout, cette méthodologie, c'est une méthodologie d'élaboration collective qui va vraiment rassembler tout ce qui va être souhaitable, désirable, du point de vue de l'utilisateur pour concevoir des produits et des services. Donc, si on doit résumer, je vous ai mis sur la droite, donc une méthode empathique qui est basée sur un travail collectif et qui a une vraie promesse de valeur, hein. On est vraiment dans un processus d'innovation, donc d'amélioration du service qu'on va proposer à des utilisateurs. Juste pour bien comprendre de quoi on parle, l'exemple le plus connu en design thinking, qui est vraiment l'exemple de référence, c'est l'exemple de la conception d'un IRM, donc d'un grand chef d'entreprise, d'une start-up médicale, qui livre à un hôpital un IRM tout beau, tout neuf, très performant, hyper compétent. Voilà, ces services ont énormément travaillé là-dessus pour proposer du coup vraiment l'outil le plus, on va dire, le plus performant du marché. Sauf qu'au moment de l'installation, du coup, ce chef d'entreprise, il reste un tout petit peu dans le service de l'hôpital où ça a été installé. Et là, il se rend compte qu'en fait, sa super innovation, sa super invention, en fait, elle pose de réels problèmes sur le terrain. Donc, à savoir, là, l'IRM, il était installé dans un service de pédiatrie. Et lui, il a dit que voilà, même si sa machine elle est hyper performante, ça pose réellement le problème pour les enfants. C'est extrêmement stressant. Donc, on est obligé d'anesthésier les enfants parce qu'évidemment, il y a ce grand tube, il y a tous ces bruits. Il y a également, donc ça génère énormément de stress hein, chez les enfants, énormément de stress chez les parents. Et du coup, voilà, une médicalisation, une médication d'anesthésie générale chez pratiquement 90% des enfants qui passent un IRM. Parce qu'en plus, une fois d'être dans le tube, il faut aussi pas bouger pour avoir les examens. Donc là, il s'est dit finalement, ce que j'ai créé, ça n'a aucune valeur, même si c'est le plus performant du marché du point de vue médical, parce qu'en fait, on n'arrive pas, voilà, ça génère pour l'utilisateur des inconvénients extrêmement importants. Donc, du coup, il s'est dit, on va repartir à zéro et on va créer
un service qui va réellement être adapté, et notamment là pour les enfants. Donc, il a fait appel à l'école de design de l'université de Stanford et ils ont proposé, du coup, en utilisant la méthodologie de design thinking, en allant dans les services de pédiatrie, en interrogeant les parents, en interrogeant les enfants, en observant ce qui se passe. Du coup, ils ont créé un parcours. Du coup, l'IRM, maintenant, les enfants, ils y vont en fusée. Donc, il y a eu tout un tas de stickers qui ont été collés sur les appareils. On a eu toute une histoire. En fait, l'enfant, il ne va pas passer un examen médical. Il va dans une fusée, il est astronaute, il est le propre héros de son histoire. Donc, c'est toute une aventure, en fait, qui a été créée, inventée, pour que les enfants aillent sans stress passer cet examen-là. Donc, du coup, qu'est-ce on s'est rendu compte assez rapidement que le nombre d'anesthésies d'enfants avait baissé de façon spectaculaire, que les enfants arrivaient souriants, que les parents, voilà, et que tous les examens se passaient de façon normale, sans stress, sans blouse blanche. Voilà. Là, je vous ai mis une image qui n'est pas l'image, ce nouvel IRM, on voit les stickers, on voit la fusée. C'est pas l'image de l'appareil qui a été customisé. C'est-à-dire qu'on a là une association qui s'est dit, ben, OK, il y a ça qui a été fait. Et ben, nous, on va encore aller plus loin. Donc, on va faire encore ce qu'on appelle une itération, c'est-à-dire on va réfléchir au problème. Et eux, cette association-là, je vous ai mis le lien, la Hug Association, ils ont conçu du coup un module préparatoire. Donc, c'est un mini IRM, évidemment, il n'y a aucune image, mais ils se sont dit, bah, l'étape avant, en petit, on va construire et l'enfant va pouvoir essayer la machine, voir le bruit, donc on reproduit les bruits. Et du coup, il est mieux préparé, les familles aussi, et on arrive du coup, voilà, sans stress à l'examen. Donc du coup, le design thinking, voilà, je vous l'ai dit, il y a toute une méthodologie. On n'est pas dans un processus linéaire, pas du tout. On est vraiment dans un processus itératif avec des boucles d'amélioration continue. Ce n'est pas un chemin direct du point A au point B, mais bien tout un ensemble de boucles qui vont viser à vraiment, voilà, on est dans des cercles vertueux et une amélioration successive de l'offre qu'on va faire. Le design thinking, théoriquement, il est défini par 6 étapes. Donc, vous avez compris, ce n'est pas des étapes linéaires. Voilà, on va commencer par se mettre en empathie avec l'utilisateur, voir les problèmes qu'il rencontre. Ensuite, on va passer une phase où on va définir la problématique. Puis une phase d'idéation où là, on va voilà, générer tout un tas d'idées. Plus il y a d'idées, plus elles sont folles. Et plus elles sont générées aussi par des non-spécialistes, voilà, plus on va avoir matière vraiment à avancer dans notre projet. Ensuite, on a une phase de prototypage. Donc là, concrètement, la phase de prototypage, elle sert à mettre en œuvre voilà, le produit de façon expérimentale, où on a un droit à l'erreur. C'est-à-dire que voilà, on teste, on essaye, on monte. Et ça permet aussi, comme on est tous ensemble autour de ce prototype, de pouvoir échanger, de pouvoir parler. L'utilisation du design, pour le coup, on le fait pour qui? On le fait pour eux et on peut le montrer. Et tout le monde peut vraiment interagir autour des prototypes. C'est une phase qui est très importante. Et ensuite, on retourne sur le terrain et on va tester ce prototypage d'idées, de solutions. Mais bien souvent, on repart. C'est-à-dire que le test ne fonctionne pas, donc on repart. Ça veut dire quoi? On n'a pas bien identifié les besoins utilisateurs, donc on repart sur l'empathie et systématiquement, on fait le va-et-vient entre ces étapes. C'est vraiment essai-erreur, voilà, jusqu'à produire après effectivement un service qui va être le plus adapté à l'utilisateur. Alors là, je vous ai mis un exemple aussi pour qu'on puisse revoir ensemble un petit peu les différentes étapes. Donc ça, c'est une facilitation qui m'avait été demandée pour une collectivité territoriale. Au départ, moi, j'ai été saisie sur le fait que effectivement, on était dans le cadre de la modernisation des services publics et que du coup, ils souhaitaient moderniser peut-être l'accès aux services pour les utilisateurs. Voilà. En tout cas, la problématique n'était pas définie, mais il y avait cette première volonté-là et cette première interrogation-là. Donc, on a passé un temps très important à faire des enquêtes de terrain, donc aller interroger les gens, se mettre au guichet des mairies aussi, juste observer. Dire un innovateur, il se nourrit aussi complètement, il s'inspire de ce qu'il voit. Donc voilà, observer, interroger, enquêter. Ici, pour cette facilitation-là, on avait choisi du coup de construire ce qu'on appelle des personas, c'est-à-dire en fait des personnages types, des utilisateurs types
des utilisateurs cibles avec des noms, des prénoms, leurs problèmes, qu'est-ce qu'ils voudraient, leurs désirs, voilà, qu'est-ce qui pourrait les aider. Suite à cette phase d'enquête de terrain, du coup, on est passé à vraiment définir la problématique qui a été comment faciliter et mutualiser l'accès aux services publics de l'agglomération de Dinan. Ensuite, après cette phase où on a établi la problématique, on est passé à une phase d'idéation. Alors, les phases d'idéation, elles doivent être le plus inclusives possible, c'est-à-dire que, effectivement, l'expert, le maire, par exemple, qui va être un expert de sa commune, c'est pas forcément la meilleure personne pour aller donner et donner des idées. Hein. Vraiment, l'idée, c'est on fait appel au plus de gens possible, alors sous forme de réunions, sous forme effectivement de sessions créatives où on va reprendre les idées de chacun. Et du coup, suite à cette phase d'idéation, on va tirer les quelques idées qui nous semblent intéressantes. Donc là, on fonctionne en intelligence collective, y compris d'ailleurs pour le choix des idées qu'on va retenir. Donc là, l'idée qui avait été retenue, c'était un agglobus, c'est-à-dire un bus de l'agglomération qui va se déplacer et qui va faciliter les démarches de tous les utilisateurs. Donc nous, on a procédé à différentes formes de prototypage. Hein. Donc vous avez un prototypage géographique, le prototypage du bus, et peut-être ce qui ne se voit pas, c'est qu'au mur, en fait, quand on fait du design thinking, on rentre dans une pièce qui est vide, on ressort après 2 jours, une semaine, 48 heures non-stop, enfin, il y a plein de formes, plein de façons de faire, où on a rempli tous les murs, où on a laissé une trace, parce que c'est très, 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 très important de documenter tout le processus, parce qu'on voit bien que si à un moment donné, on se rend compte qu'on n'est pas en phase avec le service qu'on veut donner, bah, du coup, il faut retourner. Donc, c'est vraiment très important de documenter. Donc là, on a fait le prototypage, on a testé sur le terrain et on a fait des boucles d'itération successives. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et effectivement, pour arriver à la fin à un service amélioré pour les utilisateurs, voilà, plus facilement accès aux démarches d'inscription en cantine, d'inscription sur les listes électorales. Voilà, donc ça a donné lieu à un vrai projet qui a été réellement mis en place. Donc du coup, là, ça m'amène à parler de tous les domaines pour lesquels, effectivement, le design thinking va être utilisé, souhaitable ou utilisable. Donc, on a vu les collectivités territoriales en médecine avec l'IRM, mais également pour tout ce qui va être éducation thérapeutique du patient. Hein. On parle de design with care. Hein, le care, il est au cœur de ce webinaire, hein, le CAR aujourd'hui. Donc, effectivement, voilà, on est bien dans le sujet. Toutes les organisations apprenantes. C'est aussi une méthodologie qui va être utilisée par les associations quand on a de l'aide humanitaire, de la gestion de projet, de l'événementiel. À l'école, donc là, c'est ce que je vais plus particulièrement développer, que ce soit en éducation civique et morale, sur les objectifs de développement durable, et donc tout le parcours citoyen de l'élève. Et puis, très brièvement, je vous parlerai aussi ben voilà, au niveau de la formation des enseignants, comment moi, j'ai pu expérimenter ce design thinking. Alors, évidemment, là, on est dans des propositions de valeur, dans des services d'amélioration. Le design thinking, il faut le dire aussi, il est extrêmement utilisé à des fins mercantiles, voilà, par des entreprises qui vont développer un produit commercial, sur des campagnes de pub, sur la création de start-up. Hein, c'est un processus qui est très utilisé. Mais historiquement, à la base, il a été développé pour des services. Voilà. Donc moi, je vous ai mis voilà, une petite limite. Moi, voilà, je me situe vraiment du côté service et pas du côté mercantile. Donc, le design thinking en classe avec les élèves. Moi, je vais vous parler de ce qu'on fait avec le réseau Design for Change. Donc, rapidement, au niveau historique, c'est un réseau qui a été lancé en 2009. Donc, c'est une initiative individuelle qui a été menée par Kiran Sethi. Kiran Sethi, elle a développé ce programme-là, un programme de design thinking pour les enfants en Inde. Bon, en Inde, on sait qu'effectivement, on a énormément de paupérisation et beaucoup d'enfants qui ne sont pas scolarisés parce qu'il n'y a pas de structure. Et elle s'est dit, bah, ces enfants-là, en gros, il faut en faire quelque chose parce que, voilà, comment est-ce que je pourrais les impliquer et puis les amener à interagir aussi et améliorer leur environnement. Je vous ai mis le lien. Kiran, elle a fait un TED India aussi, qui est vraiment, qui date de 2009, qui a aussi contribué à populariser
sa démarche. Donc, sa méthode, elle est simple, c'est en 4 étapes. Donc, vous voyez que moi, je vous ai présenté 5 étapes. Pour les enfants, elle a été réadaptée en 4 étapes. C'est la méthode FEEDS, Feel, Imagine, Do, Share. Donc ça, c'est lancé en 2009. Hein. Aujourd'hui, on est en 2022 et l'impact de cette méthodologie qui a été déclinée par Kiran Sethi, on est présent dans plus de 64 pays. Il y a 67 000 enseignants qui utilisent actuellement cette méthodologie-là. Et on est sur des thématiques variées, en fait. Voilà, les enfants vont décider d'identifier un problème qui les touche et trouver des solutions innovantes à ce problème-là. Donc, on est vraiment sur un rayonnement mondial. Et ce qui a également popularisé la démarche, c'est aussi le fait que l'UNESCO puisse aussi valider cette démarche-là, et notamment, elle la valide par rapport aux objectifs de développement durable. Je vous ai dit, il y a 40 thématiques qui sont traitées. Celles qu'on va retrouver le plus dans la méthodologie voilà, et les défis lancés aux élèves, hein, puisqu'on a le ICANN, c'est le School Challenge. Donc, dans les élèves, cette méthodologie-là, elle est développée partout dans le monde. Et les élèves vont s'intéresser à des problématiques comme réduire les inégalités, avoir une éducation de qualité, être en bonne santé, l'utilisation de l'eau, voilà, respecter la planète, comment est-ce qu'on pollue. Enfin, voilà, on est vraiment, du coup, sur des objectifs de développement durable et solutionner. Hein. On sait qu'aujourd'hui, les enjeux qu'on a sont extrêmement complexes, systémiques, et du coup, ben, on a quand même des enfants qui s'attaquent à tout ça. Donc, bravo les enfants. J'ai choisi de mettre en valeur 2 initiatives, hein, 2 projets menés par les enfants. Donc, par exemple, on est au Liban en 2018 et les enfants ont choisi de… Voilà, ce qui les a touchés vraiment, c'était la pauvreté. Donc, ils sont partis au niveau du projet sur l'aide aux personnes pauvres. Voilà. Ensuite, on a imaginé des solutions. Et une des solutions qu'ils ont pu imaginer, ça a été de collecter des vêtements de seconde main. Ensuite, donc, ils ont mis en place leur projet. Donc, ça a donné lieu à des collectes de vêtements à l'école. Donc, on les collecte, on les lave et on les redistribue. Donc, notamment, par exemple, voilà, comme ils ont pu avant ressentir et identifier une problématique, à partir du moment où on passe par là, quand on va faire, on sait déjà voilà, vers qui on va, à qui est destiné le service qu'on va proposer. La collecte de vêtements, ils savent déjà qu'on va la distribuer, par exemple, aux familles monoparentales, parce qu'ils ont identifié qu'effectivement, les familles monoparentales de leur ville étaient plus soumises à la pauvreté qu'une famille qui n'était pas monoparentale. Et on arrive à la 4e étape du dispositif du design thinking, c'est l'impact, le share, on va partager. Et c'est aussi le passage à l'échelle, c'est-à-dire que ces enfants-là, ils ont documenté leur démarche du début à la fin. Et aujourd'hui, vous, si vous souhaitez répliquer cette solution, ils vous ont donné les outils pour le faire. Donc, on a des enfants innovateurs qui concrètement partagent leurs données, voilà, leurs pas, leurs avancées, les erreurs qu'ils ont fait ou les difficultés qu'ils ont rencontrées, ben, ils vont vous donner un clé en main pour voilà, reproduire leur innovation chez vous. Je prends un autre exemple. Là, on part aux États-Unis, on est en 2017. Donc, toujours pareil, ce même processus de design thinking qui est appliqué. Et là, on est sur plutôt le domaine voilà, de la santé et en l'occurrence de la santé mentale. Ces élèves-là, le problème qu'ils ont identifié qui les touchait, c'était le suicide des jeunes. Donc, ils se sont dit, bah, nous, il va falloir qu'on puisse agir à ce niveau-là et au niveau de la résilience. Donc, ce qu'ils ont imaginé comme solution, c'était dans l'établissement de créer un mur des compliments, mais ce n'était pas suffisant. Donc, ils voulaient aussi qu'il y ait un vrai programme d'accompagnement à la santé mentale. Donc, du coup, réalisation dans l'établissement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont évidemment sélectionné un coin qui était particulièrement adapté dans l'établissement, et c'est un espace qu'ils ont dédié aux compliments. Donc, ils ont créé un mur des compliments. Donc là, ça fait écho à ce que Caroline, voilà, le coin zen que Caroline a présenté dans sa classe. Donc, un coin compliments où on peut déposer ou prendre des compliments. Mais là où ils sont allés plus loin, c'est qu'ils ont aussi créé un bureau des compliments.
Donc, le bureau des compliments, en gros, ça permet aux élèves, mais pas que, aux parents, aux professeurs, d'avoir des conversations positives, de manière à changer les schémas mentaux en habitudes. Et ben, un innovateur, quand il pense une idée, parfois, on ne sait pas aussi quels vont être les résultats. Et là, par exemple, la bonne surprise au niveau de l'impact, ça a été que, là, je l'ai mis ouais, voilà, sur le visuel avec le cœur, c'est qu'en fait, les parents et les élèves, ils ont chez eux recréé ce coin des compliments. Et du coup, voilà, donc dans les familles, dans chaque famille, il y avait aussi un mur des compliments. Et du coup, ça a créé toute une interaction avec les parents et un changement de schémas mentaux, pas que d'eux. L'impact, il est aussi des parents, des adultes et des professeurs. Voilà. Donc, du coup, si on part là par rapport à tout ce que je vous ai expliqué, les postulats comme ça du design thinking pour les élèves et de cette démarche, quand on est en recherche, quand on identifie un problème qui nous touche, voilà, on fait appel à quoi? À l'empathie, on nourrit le cœur, nos émotions, on les exprime. Quand on est dans la phase d'imagination, là, évidemment, hein, créativité, pensée complexe, l'éthique aussi, voilà, parce que l'éthique, elle rentre, et l'esprit critique, ça rentre dans ce processus aussi d'imagination. Quand on est dans le faire, on utilise ses mains, on est sur des actions collaboratives, et puis on fait de son mieux, donc l'excellence. Et puis pour la partie partagée, share, on va communiquer, on va inspirer de l'espoir, hein. Et si moi j'ai pu le faire, maintenant vous pouvez le faire. Donc les postulats vraiment qu'il faut avoir quand on part sur un tel projet avec les élèves, c'est que le présent, c'est le futur émergent. On dit souvent, voilà, les élèves, c'est les élèves de demain. Non, les élèves de maintenant, d'accord? C'est, moi, je dirais, every today. Chaque jour compte, quoi. Chaque jour, c'est aujourd'hui. Le postulat, c'est que les enfants, ils ont un pouvoir d'agir, que le changement, il est possible et qu'ils peuvent le conduire. Et puis, de manière générale, voilà, on pense local, mais on agit global. Ce dispositif-là, il a été évalué par des chercheurs donc, de l'université de Stanford. Et puis, en France, hein, je vais vous présenter après la déclinaison française de Design for Change France. Là, ça a été évalué par des chercheurs de l'université de Paris-Descartes. Ce qu'on peut dire sur les résultats d'une telle démarche chez les élèves quand ils participent à un projet de design thinking, on va parler de développement holistique. Alors, pour essayer de vous faire comprendre ce que je mets derrière le développement holistique, c'est que, évidemment, on ne va pas avoir un développement, on va avoir des avancées dans plein de domaines, qui fait que l'élève va s'élever et à accéder à un autre niveau d'être, de faire, de ressentir. Hein. Le holistique, voilà, on pourrait s'imaginer une spirale et l'élève, il va du coup vraiment cette image de s'élever. Voilà, pour moi, c'est en tout cas comme ça que je le ressens. Donc, ce qu'ont mis en évidence les chercheurs, c'est qu'effectivement, l'empathie, voilà, on a des élèves qui vont vraiment beaucoup progresser sur leur capacité d'empathie, sur leur pensée créative, la confiance en eux, hein, parce que quand on est sur un projet comme ça, effectivement, on prend des initiatives, tout est géré par les élèves. Hein. Après, je parlerai peut-être rapidement des conséquences d'un tel projet chez l'enseignant, du coup. On a l'empowerment. L'empowerment, c'est quoi? C'est le pouvoir d'agir. Et c'est vraiment, ça veut dire qu'au lieu d'avoir des élèves qui sont passifs, j'ai un problème, je peux trouver une solution. Donc, voilà, ils vont s'engager dans l'action, en fait. Et puis, aussi, on va avoir, du coup, une amélioration de manière générale sur les résultats scolaires. Donc, on voit bien, hein, les collègues précédemment vous l'ont montré, comment le fait de gérer le stress, ça pouvait augmenter les résultats scolaires. Donc, tout ça, tout ce qui est travaillé dans un projet de design thinking avec les enfants, voilà, contribue réellement à une avancée à tous les niveaux. Alors, si on veut, au niveau théorique, aller voir un petit peu pourquoi ça fonctionne. Déjà, quand on est avec les élèves et qu'on fait un projet de design thinking, on va exercer les compétences du 21e siècle, à savoir des enfants créateurs, des enfants qui collaborent, des enfants qui communiquent et des enfants qui sont des penseurs critiques parce qu'ils doivent résoudre des problèmes. D'accord? Donc là, on est sur les soft skills, on est sur les compétences du 21e siècle. On sait qu'aujourd'hui, les métiers de demain n'ont pas été inventés. Et du coup, si on veut que nos élèves
ou que nous, éducateurs, que nos enfants aient une employabilité sur le futur marché du travail pour lequel on n'a pas de projection. Voilà, on sait que c'est des compétences de base qu'il va falloir développer. Maintenant, si on rentre encore un tout petit peu plus dans le processus cognitif que les élèves doivent mettre en œuvre pour un tel projet. Là, je vais vous parler de la taxonomie de Bloom. Donc, c'est la pyramide que vous avez là. Donc, c'est la taxonomie de Bloom revisitée. Concrètement, les opérations mentales que les élèves vont devoir faire dans un processus de design thinking, ce sont des opérations mentales de haut niveau. À savoir, plus on est en bas de la pyramide, plus, en gros, au niveau cognitif, on va mobiliser moins de ressources. Donc, mémoriser, ça, c'est dans la base ce qui, effectivement, est l'opération mentale la plus facile, comprendre, appliquer. Mais quand on fait du design thinking, les élèves sont tous dans analyser, évaluer, créer, qui sont des compétences cognitives de haut niveau. Donc, en plus, voilà, ça les entraîne vraiment à la complexité et à voir le monde de façon systémique. Évidemment, ben, on développe les compétences socio-émotionnelles, hein, soft kid, soft skill, avec voilà, le sentiment, la confiance, voilà, l'empathie. Bon, ça, mes collègues en ont suffisamment parlé, je vais passer assez rapidement. Juste pour vous dire que, du coup, là, je vous ai parlé de Design for Change, qui est un réseau mondial, mais que nous, on a la chance en France d'avoir un réseau français qui a, du coup, reproduit avec, évidemment, hein, c'est comme ça que ça fonctionne, Design for Change, est en open source et après développe dans des pays des pôles qui eux-mêmes vont charger de le développer au niveau national. Donc, le dispositif bâtisseur de possible, je vous ai mis l'accès au réseau, hein, c'est une création de SynLab, qui est une association d'accompagnement des enseignants, des élèves pour une meilleure réussite. Donc, on a un réseau, des ressources à disposition, un accompagnement, c'est-à-dire que en local, vous pouvez retrouver des accompagnants, on a une hotline et on propose des formations pour que les enseignants, après, puissent mener ces projets-là dans leur classe. Un des temps forts pour nous dans l'année, c'est cet appel à projet avec du coup les 17 objectifs de développement durable. Donc concrètement, l'appel à projet, il commence au mois d'octobre, il se termine au mois de mai. Donc on a plus de 500, 600 classes qui vont répondre à cet appel à projet, qui vont du coup mener, grâce à leurs enseignants, ce processus de design thinking. Et les classes, après, vont aussi communiquer entre elles. Parce que je vous ai dit, c'était très important de renseigner vraiment toute la méthodologie, de garder une trace de tous les processus. Et donc ça, ces processus-là, on a aussi un outil interclasse qui permet voilà, de voir aussi où en sont les autres dans les projets pour s'inspirer. Alors, on est du coup dans la méthodologie, je vous ai mis là, hein, identifier, imaginer, hein, on retrouve bien réaliser, partager, on retrouve bien notre même processus. Le kit pédagogique où vous allez retrouver toute la méthodologie, il est disponible complètement en open source, c'est reproductible, vous êtes guidé pas à pas, y compris à mettre en place un climat de classe bienveillant qui va favoriser le design thinking. Hein, on a plein d'outils, voilà, c'est imprimable, c'est gratuit, donc j'ai envie de dire, allez-y, lancez-vous. Voilà, moi je terminerai peut-être aussi pour un petit peu rouvrir, puisque j'ai la chance de terminer voilà, ce webinaire et du coup ouvrir peut-être à d'autres possibles. Juste pour vous dire que moi, je me suis aussi interrogée, voilà, on fait des soft kids, mais est-ce qu'on peut faire des soft teachers? Et ça a été du coup de mon point de vue de chercheuse, voilà, en tout cas un objet pour lequel je me suis beaucoup interrogée, j'ai beaucoup expérimenté là-dessus, et notamment, est-ce que l'utilisation du design thinking en formation pouvait permettre de développer des compétences inclusives chez les enseignants. Donc, ce parcours-là, ça m'a amené effectivement dans beaucoup de classes, à Canopée, dans l'Académie de Dijon, à faire des formations. Il y a un parcours magistère aussi qui a été du coup créé à partir de ça. Et voilà, moi, j'ai le plaisir de voir les enseignants prendre du plaisir pour aussi voilà, développer leurs projets dans leur classe. Alors, ça peut être une classe flexible. Moi, je vais mettre une classe flexible en place. Comment je fais? Moi, je vais faire une école des parents. Comment je fais? Voilà, avec le design thinking aussi, on intervient
au niveau des enseignants en amont sur leur projet. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Christine. Merci à tous. Il est pile, enfin dans 2 minutes, il sera exactement 12h30. Malgré le gros démarrage technique difficile où j'avais aucune interaction émotionnelle en face de moi et qui faisait que c'était vraiment très difficile pour moi de parler, ben, je vous remercie d'être resté si longtemps. Alors, je vais pas synthétiser davantage, une seule phrase et après, vous avez déjà les questions. Là, je vois que certains, ils ont déjà des questions à poser, ils ont allumé leur vidéo. Je dirais juste que, pour résumer, vous avez compris que toute notre ingénierie pédagogique en neuroéducation, elle a permis en fait d'intégrer l'empathie grâce à l'éducation aux émotions. C'est-à-dire qu'on va reprendre les mêmes techniques que les sciences cognitives pour les apprentissages, on va dire, du curriculum normal, sauf qu'on va l'appliquer pour l'empathie et les émotions. Et vous avez compris que chacun, on est connecté, on tisse entre nous de la maternelle jusqu'à au-delà des possibles, maison, famille, entreprise, structure de la société française. Donc, en fait, c'est possible partout. L'éducation à l'empathie, elle est possible partout et par tout le monde. Pas seulement le titre d'enseignant, vous avez compris, les enfants, les adultes, la famille, un petit peu chacun d'entre vous, vous allez pouvoir devenir celui qui va intégrer l'empathie là où vous avez envie. Alors, je vous laisse la parole, Caroline, parce que vous avez allumé votre vidéo. Moi, c'était juste pour faire un petit coucou, pour que vous ayez des vraies têtes en face. C'était pas pour une question, c'était pour interagir émotionnellement, justement. C'est tout, pas de question. Eh bien, comment vous avez trouvé alors le webinaire pour notre première? C'était super, en tout cas. Merci à tout le monde. Ah ben, merci beaucoup, parce que vraiment, je remercie Christine d'avoir répondu à l'appel. Je remercie Marie et Caroline et Juliette, parce que vraiment, elles ont répondu à notre appel via Learning Planet il y a 2 semaines. Donc, en fait, ce webinaire, il a été monté en 2 semaines seulement, avec tous nos impératifs émotionnels, personnels et professionnels. Et on vous remercie tous d'être restés avec nous. Il est 12h30. Vous avez tous les détails sur le Padlet, sur nos réseaux. Comme je le disais dans le chat, on va répondre aussi aux questions concernant le LabCD, parce qu'on m'a posé la question comment on fait pour accéder à ce DU du LabCD ou à d'autres DU. On le mettra également en background, j'ai envie de dire, sur le Padlet ou un article sur le site de BeEnjoy. Donc, c'est l'association que j'ai créée et dans laquelle j'ai invité tous ces intervenantes formidables. Et vraiment mettre la lumière sur tous ceux qui sont ici présents, qui sont aussi en France. Et je vous invite à venir vers nous. Je vous invite à venir vers l'association, éventuellement pour communiquer tout ce que vous faites, parce que vous avez compris que finalement, j'ai théorisé un dispositif d'accueil des émotions, mais que tout le monde prend des choses et fait déjà des choses, comme un petit peu les colibris. Et ce n'est pas une histoire de moi je le fais alors t'en parles pas. Je pense vraiment qu'ici le message, c'est qu'on fait tous déjà ça. Maintenant, il faudrait un petit peu tous se rassembler pour éviter, j'ai envie de dire, les concurrences fertiles, non fertiles, et pouvoir continuer ensemble à développer l'empathie. Je laisse la parole si elles ont envie de dire quelque chose, de rajouter quelque chose. Et je vous remercie tous d'être là. Christine ou Marie ou Caroline, voulez-vous ajouter quelque chose? Non, c'est bon, te super. remercier et te féliciter à toi, Gaëlle, pour avoir mis sur pied ce webinaire, l'avoir animé, pour tout ton travail en coulisses, et remercie aussi à tous les participants qui étaient présents. Voilà. Peut-être du coup dire que là, on a tous vécu une expérience ensemble, qu'on a partagée. On espère que cette expérience, elle a été modifiante pour vous dans le bon sens et que moi, j'ai envie de dire, ça ne s'arrête pas là. On voit des gens qui nous laissent des adresses, vous avez voilà, des références, n'hésitez pas à rester en interaction, économie de la connaissance, comme je parlais tout à l'heure. Voilà, on est riche de tout ça et ça continue. Donc, merci à vous. Merci. Donc, je vais conclure. Je vous dis que j'ai créé une série qui s'appelle l'empathie, comment on fait. Et donc, je pense que je vais faire des épisodes dédiés à chacune des intervenantes avec leur spécialité et leur temps de parole. Donc, si vous avez envie de faire remonter des questions, etc., je pense que je le ferai remonter sur les réseaux pour que ça devienne participatif, mais que les réponses soient un peu, comment dire, permanentes dans des capsules vidéo, en fait.